in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime. MVP, baby. He didn't do that, did he? Lamb out. Tie game with 5 seconds remaining. He shot. What a perfect ending to a historic day. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 136 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine pour m'accompagner, on a tout d'abord notre Grizzly, Tom. Ça va Tom? Ouais, et toi? Bien? Ça va. On va en parler tout de suite après avoir présenté Alan. Ça va Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Ça va super. Moi ça va moyen Tom, parce que on avait préparé notre petit sujet toute la semaine. Et ouais. Voilà, un petit sujet qui en plus Aux petits demandait oignons. pas mal d'investissement. Et puis samedi, voilà, la petite alerte Woj, puis Shams. Non, c'est l'inverse. Shams, puis Woj. Jimmy Butler tradé. Donc on vous avoue que pour vous c'est peut-être mieux parce que c'est un sujet c'est brûlant, mais pour nous c'est toujours chiant parce que c'est un espèce de petit rush pour préparer le sujet à temps, donc c'est un petit peu énervant. L'avantage pour nous c'est qu'on a un sujet en rab, mais voilà, c'est toujours le genre de petit truc qu'on aime moyen, donc forcément vous avez deviné. Dans cet épisode, on va revenir longuement sur la fin de la saga Jimmy Butler qui a donc été tradé aux Sixers. On va revenir sur ce trade du point de vue en priorité de Philly, mais aussi un peu de Minnesota. Et on va aussi en profiter pour parler un peu peut-être du changement des puissances. Est-ce que l'Est et le haut de l'Est en particulier n'est pas en train de devenir meilleur que ce qu'on peut voir du côté de l'Ouest? On va se demander ça. On vous rappelle, comme chaque semaine, de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous noter aussi sur iTunes. 5 petites étoiles, on est à 98. Les 100 vont arriver. On crie pas victoire trop vite, mais normalement ça devrait être fait d'ici au 31 décembre. Et aussi, on rappelle pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes comme Podcast Addict de changer, d'abandonner le flux, le podcast avec le logo du joueur qui dunk pour celui avec le ballon. On va continuer à uploader sur ce flux-là, mais au bout d'un moment, il faudra changer parce que ça nous arrange un peu au niveau de la logistique. Et nous, j'en ai fini, on va se retrouver juste après la pause pour discuter du trade de Jimmy Butler à Philly. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Jimmy Butler quitte Minnesota. Alors cette accroche-là, je vais vous avouer, ça fait des mois que je l'ai en stock. C'est fini, enfin. C'est fini, enfin. Petit rappel des détails, Jimmy Butler rejoint donc Minnesota avec Justin Patton contre Robert Covington, Dario Saric, Jared Bayless et un second tour en 2020 qui, eux, font le chemin inverse vers Minnesota. Je vais peut-être commencer par toi, Alan, et avec une vraie surprise, c'est peut-être la destination. On a vu des rumeurs sur d'autres franchises, mais Philly était pas vraiment la destination numéro 1. J'ai même entendu, pour donner un exemple, Derek Botner, c'est le journaliste qui suit Philly pour The Athletic, dire lui-même qu'il était un petit peu surpris et qu'il s'attendait pas trop à ça. Ouais, on parlait plutôt on avait Miami, une des franchises de Los Angeles, pourquoi pas. Puis il y avait aussi, on en avait parlé dans les précédents podcasts, le caractère de Butler qui voulait un peu quitter la paire Towns-Wiggins, et on pouvait se demander s'ils le mettent avec Embiid Simmons, ça pouvait coller. Je dis pas du tout que c'est les mêmes joueurs, mais c'est un petit peu ce même type de profil de jeune joueur très fort, mais qui n'a pas montré de réels investissements énormes dans les playoffs ou dans des moments importants, tout l'inverse d'un Jimmy Butler qui est, comme tu l'as dit, un col bleu dans un précédent épisode. Donc on est un peu surpris par la destination, mais on sait que Philly a essayé lors de la dernière intersaison d'aller chercher un gros ailier pour mettre aux côtés d'Embiid Simmons. On pouvait penser qu'ils allaient le chercher l'été prochain. Là ils le font entre les deux, donc ça a du sens en fait. Tom, à peu près la même question. On essaye toujours de donner ce genre de questions quand on revient sur un trade de cette importance. Qu'est-ce que tu penses de la destination, ta première réaction à la vue de ce trade qui a un petit peu tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe? Un peu comme vous, j'étais surpris par la destination. Je pensais que c'était possible, mais je
Je pensais pas que Philly allait avoir une mentalité aussi court-termiste, même si il y avait quand même des petits signaux avant-coureurs, notamment sur le fait qu'ils aient pas activé l'option pour Furkan Korkmaz, alors que c'est une option qu'à 2 millions et c'est une équipe qui a besoin de shooters. Donc là, j'ai trouvé ça déjà surprenant et je me suis dit que, ah bah tiens, si là, ils ont déjà une vision aussi court-termiste, c'est possible qu'ils essaient de bouger. Donc, comme vous, un petit peu surpris, mais au final, je trouve que ça a quand même du sens ce qu'ils ont fait. T'as parlé de court-termiste, mais on peut commencer à entrer dans le vif du sujet, pardon. J'ai l'impression que c'est peut-être un virage important dans la franchise de Philly. Je m'explique. Selon moi, on était toujours dans un entre-deux depuis ces quelques mois, c'est-à-dire ces derniers mois et ces 2 dernières années, disons. On avait la prise de pouvoir du duo Embiid-Simmons, mais on disait toujours, c'est une équipe d'avenir. On parlait de Fultz qui devait exploser dans 2-3 ans. On va revenir sur le dossier. Là, j'ai l'impression, t'as parlé de court-termiste, Tom, qu'on est vraiment arrivé à un virage où maintenant, Philly, tous les ans, c'est une équipe qui vise le titre et c'est plus ou moins affirmé, ou au moins les finales NBA. Est-ce que t'es assez d'accord avec ça, Alan? Ouais. Il y a un très bon article qui est sorti sur The Ringer qui disait est-ce que c'est pas la fin du process en fait? Est-ce que ça met pas un terme au process qui aura duré la moitié d'une décennie en quelque sorte du côté de Philadelphie? Et maintenant, si t'as Jimmy Butler, on peut penser qu'il y a eu des négociations pour une extension parce que t'en vois pas Saric, Covington, même si c'est des joueurs que on en parlera, que je suis pas hyper haut sur les 2 dossiers, t'en vois pas les 2 là. Pour Jimmy Butler, si t'as pas une assurance qui a re-signature après, je pense. Donc pour moi, ouais, c'est ça, ce trio-là, ce front de courte, Butler, Simmons, Embiid, ça joue les premiers rôles pour le titre, ouais. Et c'est à partir de maintenant, voilà, c'est Philly y va maintenant. Tom, t'es assez d'accord? Je suis totalement d'accord avec toi quand t'as parlé de vision court-termiste un peu. On est vraiment, je pense, à un tournant et moi, on va en parler, mais moi, j'apprécie plutôt ça. Ouais, un peu d'accord avec ça, même si je suis pas forcément d'accord avec cette logique-là. Je trouve qu'ils vont quand même un petit peu vite. C'est une équipe qui a 18 mois gagné à peu près, je crois, 24 matchs. Enfin, une petite vingtaine de matchs, qui l'an dernier a fait un gros bond. Et là, t'as l'impression que, en 3 ans, c'est une équipe qui est passée de loterie, de vraiment bas de loterie à ok, on joue les contenders. Donc, est-ce que c'est pas une accélération trop rapide? Bon, Imki avait déclaré que c'était un process pour 5 ans à peu près. Ben là, on y est. Donc, moi, franchement, je trouve que c'est légèrement trop tôt. J'aurais peut-être attendu l'an dernier. Puis, on en avait parlé en début de saison où je disais carrément que pour moi, ils étaient pas encore au niveau de Boston, Toronto et qu'il leur fallait encore un peu de temps. Là, ils ont décidé carrément d'appuyer sur le NOS, quoi, et d'accélérer. Donc, à voir comment ça va se passer. On va parler un peu plus tard de leur place maintenant dans la hiérarchie à l'Est. On va peut-être revenir sur les questions de fit parce que c'est un peu sur ça que tout le monde revient depuis ce trade. On a donc un trio maintenant Butler, Simmons, Embiid. Tout le monde a un peu hacké sur les questions de fit. Moi, je vous avoue que je comprends en fait qu'on puisse être inquiet, mais je vais renvoyer une discussion qu'on avait avec Tom. Alors je me rappelle plus dans quel épisode, mais où tu avais renvoyé sur les questions de fit en fait, où tu expliquais que c'était peut-être un peu surestimé selon toi. Et je pense que je suis d'accord. Alors certes, ça fit pas à la perfection, mais en puissance de feu sur une série de playoffs, ils ont largement gagné. Comme tu l'as dit, Alan, Robert Covington, c'est un bon joueur de complément, mais c'est pas le joueur qu'il te fallait. Saric faisait un début de saison compliqué. Et ils ont enfin, et c'est peut-être ça la vraie victoire, ils ont enfin ce joueur pour créer de l'attaque par lui-même en fait, sans avoir besoin de Ben Simmons et sans que ça soit Joel Embiid. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est surtout, j'ai pensé à ça dernièrement, on dit souvent que pour des joueurs qui ont besoin du ballon, comme Simmons ou Embiid, il faut des 3&D, des joueurs un peu à la Covington ou la Saric à côté. Mais pour moi, le profil et les qualités uniques d'un Ben Simmons, ça nécessite à côté de lui quand même des joueurs qui peuvent se créer leur shoot par lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin du ballon, mais c'est pas le genre de c'est pas comme un LeBron, un joueur tu lui mets 4 shooters à côté et ça va marcher. Je pense que Simmons, il a besoin de joueurs qui vont aller chercher des paniers par eux-mêmes. Et le fit, c'est un petit peu antagoniste avec tout ce qu'on dit actuellement sur ça fit bien parce qu'on a par exemple Giannis avec les autres shooters à Milwaukee. Ben Simmons, c'est un joueur qui a tellement des qualités uniques que lui mettre un Jimmy Butler à côté, qui est déjà un top 15 NBA, donc c'est bien sûr que ça va aider. Mais les qualités d'un Jimmy Butler pour aller
crée son tir, crée pour les autres, et vraiment une amélioration chronique, je trouve, par rapport à la présence de Covington et Saric. Donc pour moi, le fit, je le vois positif, surtout dans une optique de play-off contre Toronto, Boston ou même Milwaukee. Tom, ton avis sur le fit qui est... Alors, on va en parler, hein, si tu vois ça positivement ou négativement. Ceci dit, la vraie question qu'il y a derrière, c'est surtout sur la... Enfin, je sais qu'on dit que Ben Simmons c'est un meneur, donc on va dire c'est sur les deux autres, en fait, les deux joueurs de complément après le trio. Bah après, tu vois, le fit, il est surtout pour moi théorique, puisque quand tu regardes bien sur le début de saison, on parle du shoot, mais en termes de catch and shoot, Philly sur le début de saison, c'est pas top. Ils sont 25e au pourcentage de catch and shoot à 3 points. Donc à 33%, c'est ce qui est à peu près au niveau du Magic, et ils sont 29e à l'EFJ sur catch and shoot, c'est à peu près au niveau des Cavs, et seul OKC fait pire. Donc du coup, tu te dis que sur le papier, théoriquement, Covington et Saric ce sont des shooters corrects, mais concrètement, ça c'est que sur le papier. Voilà, concrètement, c'est sur le papier. Alors oui, Covington, il a un très bon pourcentage à 3 points, il est à peu près dans les 40%, mais quand tu regardes bien le découpage de ses pourcentages à 3 points, là où fait le plus de dommages, c'est en transition. Donc c'est un joueur qui est à plus de 45% sur la transition à 3 points, mais sur le du demi-terrain, il est à 30%. Donc au final, pour les playoffs, c'est bien mieux en fait d'avoir Butler. Et même en termes de volume, alors ils perdent pas mal quand même, parce que c'est une équipe qui prend en gros 33 tirs à 3 points par match, et Covington plus Saric, c'est à peu près 11, donc ils perdent un tiers de leur shoot, qui vont pas être vraisemblablement remplacés par Jimmy Butler. Mais je suis assez d'accord. Vu que c'est une équipe, vu qu'on l'a dit maintenant, l'objectif c'est playoff, l'objectif c'est d'avancer en playoff. Alan peut le dire mieux que tout le monde, Robert Covington, ça a été un sacré négatif pour les Sixers l'année dernière. Il a pas fait de très très bons playoffs, donc il a même pas fait de bons playoffs tout court. Donc gagner un Jimmy Butler, et encore une fois, moi, on sait que je l'ai dit, mais ça je le répète à chaque épisode. Pour moi, le problème de Philly, c'est qu'il y avait personne pour se créer de l'attaque tout seul. Ils l'ont maintenant. À voir, c'est sûr que comme tu l'as dit, Tom, Philly de base, c'était pas une des meilleures équipes de la ligue à 3 points. N'empêche que le spacing pourrait nous amener à réviser 2-3 choses, et ça commence par Markelle Fultz. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qui se dit à l'heure actuelle? Est-ce qu'on le remet sur le banc au profit de JJ Redick qui réintègre le 5 de départ? Moi, il y a un truc qui m'a manqué quand t'as fait ta présentation. T'as dit, ok, Philly joue à une vision court-termiste, et on a un trio Butler, Simmons, Embiid. T'as pas du tout mentionné Fultz. Donc, à partir du moment où Fultz ne fit pas, entre guillemets, avec les trois, pour moi, sa place n'est pas sur le terrain. C'est parfaitement résumé. Alan, quelque chose à dire sur Mark? On sait qu'on a souvent été des défenseurs de Fultz, hein, mais là ça commence à devenir, même nous, ça devient commence à être très compliqué là. Ça commence à être compliqué. Pour l'avoir vu sur la quinzaine de matchs qu'a joué, un petit peu moins de 15 matchs qu'a joué, c'est compliqué. Autant dans la confiance qu'il a en lui, dans la confiance qu'ont les autres en lui, et comment ça joue qui joue sur le terrain, les line-up. On essaie de le mettre en confiance. Moi, franchement, c'est tout bête, mais le mettre en sortie de banc et le faire jouer contre des secondes units, je pense que ça peut être que positif pour lui. Alors oui, c'est un premier tour c'est un premier choix de draft, mais un joueur comme Marvin Bagley sort du banc aussi pour Sacramento, et il a été que numéro 2. C'est qu'un chiffre. Après, je sais que c'est important, mais moi, ouais, je le sortirais du 5. Puis surtout, c'est quand même une équipe qui a 2-5 de départ, hein. Première et deuxième mi-temps. Je trouve ça génial. Et puis, juste pour revenir sur Saric, c'est pas un bon shooter, hein, Dario Saric. Moi, il est catastrophique, hein, depuis le début de saison. Il a moins de 30% à 3 points sur 5 tentatives, et il a un true shooting inférieur à 50%. Il est dans la lignée. Sauvé par ses 3 derniers matchs en plus. Ouais, il est dans la lignée de ses derniers playoffs. Moi, j'ai jamais trouvé exceptionnel, surtout son entente avec Simmons et Embiid. Il avait fait une première saison plutôt intéressante. Il y avait pas Simmons, et Embiid avait pas joué beaucoup de matchs, donc c'était lui qu'on mettait pas mal en avant. Mais tu le lâches, en plus il va falloir le payer parce qu'il est dans sa 3e saison. Alors moi, il n'y a pas eu tout de problème à lâcher Saric. Si je suis Tu parlais des problématiques de shoot de Saric, notamment sur tout ce qui est spot-up. Par exemple, Saric, il est dans le 8e percentile en fait sur les spot-up, alors que ça représente un tiers de ses shoots. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en gros, t'as 92% de la ligue qui fait mieux que lui sur ça. Après, juste un petit détail, c'est qu'on le respecte en fait.
C'est toujours la différence entre... C'est ça qui est chiant, parce qu'on parle souvent de spacing, mais en fait, si t'es un mauvais shooter, mais que les défenses te respectent, c'est du spacing, si on veut. Si, on close out sur... Hashtag smart, on close out sur Saric. Alors, il les met pas dedans, c'est un problème pour l'équipe, je suis totalement d'accord avec vous, mais il y avait des close out sur lui. Ce qu'on n'a pas sur un Fultz, par exemple, Tom, on en a parlé en off, ou dans le match, par exemple, contre Memphis, on le défend pas, en fait, et c'est ce que font toutes les équipes. Mais oui, je suis assez d'accord par rapport à Saric avec tout ce que vous avez dit. C'est pas un joueur, je sais que ça, encore une fois, c'est un truc sur lequel on est d'accord, c'est pas le joueur qu'on préfère, et le lâcher, c'est pas grand chose, je suis peut-être dur, mais on peut le lâcher pour Jimmy Butler. Après, se pose une question qui est aussi liée à Fultz et un peu à tout ça, c'est la profondeur. On l'avait déjà mise en avant au début de saison, et là, on a perdu 2 joueurs, et on n'en retrouve que un, parce qu'on sait pas encore ce qu'est vraiment Justin Patton, qui a pas vraiment fait sa marque à Mini. Donc là, les questions, elles se posent d'autant plus. Ouais, totalement. En plus, hier, ils ont joué face à Memphis. Déjà, ils étaient en back-to-back la veille, vu ils avaient perdu contre Charlotte en prolongation. Et suite au trade, le banc était totalement vide, puisque t'as Zaire Smith qui est sur le flanc, t'as Wilson Chandler qui est aussi sur le flanc, Mike Muscala qui a le nez cassé, t'as du coup t'as les joueurs qui se sont fait transférer, et du coup il restait pas grand monde en fait. T'as avec t'as des paris, t'as des Landry Shamet, t'as Amir Johnson qui est obligé de jouer des minutes, t'as Bolden qui fait des allers-retours en digue et qui là est obligé de jouer, et t'as aussi Furkan Korkmaz qui joue bien malgré lui, alors que c'est un joueur qui a demandé aussi son transfert depuis que son option a été déclinée. Et du coup là t'as McConnell qui revient dans la rotation, à voir si McConnell lui va pas prendre la place de Fultz carrément quoi. Est-ce que tu le penses, Tom, je renvoie aussi à Alan, c'est vrai que McConnell a été un petit peu mis de côté, c'est aussi parce que c'est pas le meilleur des shooters. Fultz ne shoot pas non plus, juste une stat, Fultz il a pas pris un shoot à 3 points sur ses 5 derniers matchs, ça fait 120 minutes, donc au niveau confiance, comme on l'a dit, c'est en dessous de tout. Mais est-ce que, encore une fois, on se met dans une configuration, c'est une équipe qui veut jouer les premiers rôles en play-off. Est-ce que c'est pas mieux de faire comme a dit Alan et vraiment donner la confiance à Markelle Fultz en l'alignant sur le banc, sachant que c'est un bien beau mot de dire le banc, parce que d'un côté, il va quand même jouer, quelqu'un comme Simmons joue 35 minutes par match, Embiid un peu moins, mais Butler va être dans les mêmes eaux. Il va pas passer 5 minutes sans un des 3 monstres, en fait. Fultz non plus sur le terrain. C'est aussi ça le problème. Il va falloir quand même qu'il apprenne à jouer avec ses coéquipiers. Ses forts coéquipiers. Ouais, totalement. Je pense que les qualités d'un Butler peuvent l'aider. Si tu veux mettre Butler avec LeBron et Fultz, c'est un joueur qui est moins atypique, on va dire, que Ben Simmons ou même un Embiid. Donc si tu veux, et puis le mettre avec un Butler, plus le banc, ça peut être quelque chose d'intriguant aussi. Ça pourrait aider Markelle Fultz, parce que avec Simmons ça marche pas, avec Embiid ça marche pas tellement, donc je vois pas pourquoi on continuerait dans cette optique-là. Ah, tu vois, moi j'aurais plus mis l'accent sur un travail autour d'un 5 formé autour de Fultz et Embiid, et un autre avec Butler et Simmons. Moi, assez d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, toujours pour en revenir à Fultz, est-ce que justement le trade de Butler, c'est pas parce qu'en fait Fultz est décevant? J'ai entendu pas mal d'émissions, les émissions en urgence chez les Américains, qui expliquaient qu'en fait ils veulent que Butler soit ce qui était censé être Fultz, quoi, tout simplement. Typiquement, puisqu'en gros, toutes les qualités qu'on a décrites là, le fait de pouvoir attaquer, shooter, créer son shoot, créer pour les autres, puisque Markelle Fultz, quand tu regardes et quand il est balle en main, c'est un joueur qui est très capable, qui est capable d'opérer sur tout ce qui est pick and roll, gestion du ballon, sur les drives, les kick-out, tout ça. C'est juste qu'en fait qu'il a pas la triple menace et qu'il peut pas punir les adversaires. Et du coup, quand il a pas le ballon, c'est quelqu'un qui est limite Tony Allenien, quoi. Quand il a pas le ballon, puisqu'il ne sert à rien. Et globalement, c'est, Danny Leroux et Nate Duncan, qu'on cite souvent dans le podcast, qui avait fait un petit breakdown sur lui. Et en gros, ils expliquaient que pour faire avec Markelle Fultz, désormais les équipes, plutôt que de mettre leur plutôt que de mettre leur pire défenseur sur lui, elles mettent carrément le meilleur joueur d'aide dessus. Comme ça, le joueur n'a pas à le défendre, il s'occupe à faire des aides, notamment à faire des aides partout sur le terrain et à doubler notamment Joel Embiid, et ça tue complètement l'attaque de Philadelphie, quoi. Cette attaque de
encore une fois, dans une configuration playoff, on la classe où cette attaque de Philadelphie? Parce que là, encore une fois, Alan, on peut avoir ton expérience. C'est ce qui a un petit peu pêché. On en a parlé plus d'une fois. Face à Boston, notamment, on a vu une équipe qui a été incapable de marquer une fois que Embiid était soit pris, soit sur le terrain, soit moins en réussite. Là, c'est pour ça aussi que moi je mettais vraiment l'accent sur cette traction Butler-Simmons. Maintenant, on est face à une équipe qui a deux des meilleurs joueurs de 1 contre 1. Butler, c'est un peu dur de vraiment gager de son niveau à l'heure actuelle parce que ses 10 premiers matchs, il les a fait en marchant. Mais on a vraiment une équipe qui a des arguments offensifs maintenant. Oui, ça change la donne parce que les 5 matchs et même le premier match de la saison entre les Celtics et Philadelphie, bah c'était en fait Stevens avait décidé d'essayer vraiment de bloquer tout ce qui se passait entre Simmons et ses coéquipiers, sachant qu'il avait ordonné Horford et Baines de s'occuper d'Embiid. Embiid pouvait mettre ses points, mais il avait quand même face à lui 2 clients défensivement. Tu rajoutes Jimmy Butler là dans la balance, c'est plus la même chose. Jimmy Butler, c'est un joueur qui peut créer son tir. C'est un joueur qui défensivement a une influence importante et qui défendra pas pire que Robert Covington, je pense, et qui mettra plus de tirs que ce dernier. Après, Jimmy Butler en playoff, est-ce qu'il a pas un pédigré plus haut que ce qu'il a réellement fait? C'est une question qu'on peut poser. En tant que leader, je maintiens. Mais ça reste, pour jouer face aux Celtics, ça va être bien plus compliqué parce que il fallait ce joueur capable de se créer son tir, d'amener son équipe à la terre promise en quelque sorte dans les fins de match. Et l'année dernière dans la série de playoffs, ce meilleur joueur sur le terrain c'était Jason Tatum, tu vois. Et là, Jimmy Butler est vraiment capable de faire ces choses-là. Donc ça change la donne et ça fait un peu plus peur. Ça me manquait, ça faisait 3 épisodes qu'on n'avait pas mentionné Jason Tatum. Je me disais bien, il y avait un problème. Avant de revenir sur ces considérations playoff, on va en parler dans quelques minutes. Une dernière chose peut-être sur le 5 qu'on souhaite aligner, parce qu'on a parlé beaucoup de Fultz sur le banc, mais au bout d'un moment, si on part sur un 5 avec probablement Redick réintégré, ensuite peut-être un Wilson Chandler et les 3 joueurs, le Big Three maintenant, moi je suis pas loin de penser, et j'ai entendu ça dans énormément de podcasts américains, que sachant que quelqu'un comme Markelle Fultz va gagner 9,7 millions l'année prochaine, et qu'on est, comme on l'a dit, dans une vision court-termiste, peut-être penser à un trade, c'est plus fou de penser à un trade. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais, totalement. Je pense que on verra peut-être à la fin de la saison comment ça va se passer, mais je pense que c'est un joueur qui peut être dans les petits papiers de pas mal d'équipes. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que justement ce serait pas le bon moment d'utiliser Fultz pour récupérer par exemple quelqu'un comme Josh Richardson? Tu penses que c'est assez? Moi, je pense non, pas. avec Surtout... quelque chose, pas en sec. Hein. Ah, mais même avec leur tour de leur choix de draft qui est justement à Miami. Enfin, j'ai pas vraiment d'idée du package, mais l'inclure dedans pour peut-être récupérer Richardson. Parce que Richardson, en temps de la fanbase du Heat, c'est LeBron James, donc je pense que tu vas. Donc. Oui, peut-être. Sur le papier, c'est une bonne idée. Après, comment ça peut se mettre en place, c'est plus difficile. Mais c'est clair qu'on est peut-être à un moment où la patience on n'aura plus la patience côté Philly. T'es assez d'accord avec ça, Alan, ou pas? Est-ce qu'on pense vraiment à trader Fultz maintenant? J'irais plus, comme toi, tu l'avais mentionné hier, chercher un shooter. Parce qu'il n'y en a plus du tout, en fait. Chercher un shooter, essayer de garder Fultz. Je sais que c'est pédigré, numéro 1 de la draft. Au bout d'un moment, faut se dire que ça marche pas. Mais on a toujours un petit peu espoir, et par contre il faut le gérer pas comme on le gère aujourd'hui, il faut le gérer comme en le faisant sortir du banc. Si Brett Brown écoute le podcast, il a compris l'idée que j'ai de la chose. moi j'irais plus chercher un shooter parce que Korkmaz est pas, tu peux pas le jouer en playoff. L'effectif est paraît réduit. Muscala peut shooter. Je pense, en fait, ils ont pensé que Muscala allait remplacer en gros Ilyasova, mais Bellinelli a pas été remplacé. Bah, Shamet quand même. De l'année dernière. Ouais. Shamet quand même. Quand tu regardes le shoot pas trop. Il shoot quand même, hein, Shamet. Hein. C'est une mèche courte, hein, Shamet. Hein. Mais après, tu joues Shamet dans une rotation de playoff contre les Celtics, Toronto. Non. Enfin, c'est dans le sens où c'est un joueur
joueur qui shoot. Enfin, il était connu pour ça à peu près à la fac. Après, c'est une équipe qui peut facilement se positionner sur un Kyle Korver, par exemple. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je dis. Est-ce que Bellinelli, Ilyasova, ça jouait l'année dernière en playoff dans la rotation? Là, Muscala peut potentiellement jouer. Il n'y a pas le shooter autre que Redick qui pourrait remplacer Benny. Tu veux pas jouer Landry Shamet dans une série contre Toronto ou Milwaukee. Le vrai problème, c'est qu'on en est à un stade où faut remplacer Ilyasova et Bellinelli. C'est pas censé, enfin, tu vois, t'es pas censé. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est ça. Il y a eu un problème fait. Et là, tu peux toujours aller sur le marché des buyouts, peut-être en G-League, mais bon, voilà, ça reste très compliqué pour une équipe qui va sans doute jouer les demi-conf à l'Est, quoi. Après, c'est une équipe qui peut aussi récupérer Trevor Ariza qui pourrait se faire buyout à Phoenix. Vu comment la situation tourne à Phoenix, peut-être que d'ici février, ils vont se dire, bon, ok, Ariza, on le met de côté et voilà, on donne toutes les minutes à Josh Jackson et à Mikal Bridges. Ou Kyle Korver, on en a parlé, tout le monde en parle de Kyle Korver, mais ça serait vraiment... Il y a aussi le shooter des Nets, comment il s'appelle? Joe Harris. Joe Harris, ouais. Moi, je pense que ça faudrait quand même mettre un petit peu... je sais pas s'ils peuvent se l'offrir avec très peu de Joe Harris. Je pense pas que Joe Harris, ils iront dessus, puisque Joe Harris, il a de l'argent, en fait, garanti pour l'an prochain. Et c'est une équipe qui tient quand même aussi à sa flexibilité pour 2019. Je sais que je suis pas sûr de ça. Hein. Ah oui, ils en ont quand même un peu. Hein. Moi, je pense que la flexibilité, tu peux lui dire au revoir quand ils vont proposer l'extension à Butler. Ils auront encore un peu d'argent. Ça, tu sais pas en fait, puisque Butler, s'il va ailleurs, son cap-hold sort de tes comptes et tu peux proposer le max à quelqu'un d'autre. Hein. C'est juste qu'ils ont donc son cap-hold. Donc tu penses qu'ils vont pas lui proposer le max à Butler? Non, je dis pas qu'ils vont pas lui proposer le max. Peut-être qu'ils peuvent lui proposer un deal à la Chris Paul au lieu de 5 ans, ils vont lui proposer 4 ans. Mais si par exemple tu proposes un deal à Butler et Butler il veut pas, il prend un contrat ailleurs, son cap-hold sort de tes books et finalement tu as tout le cap space. Tu vas rester avec Furkan Korkmaz en playoff. Non. Juste par rapport à ça, on n'a pas parlé alors que ça fait 20 minutes qu'on est sur le sujet. Butler lui-même, on est d'accord qu'il y a les bruits comme quoi Woj aurait dit que c'est plutôt bien parti pour qu'il re-signe. Moi, je trouve ça je le vois mal pas signer parce qu'en fait, au bout d'un moment, je trouve que c'est toujours surcoté ce genre de réflexion, mais au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'il soigne un peu sa réputation. Oh, moi, j'y croirais quand je le verrai re-signer. Très bonne idée. Sage décision. Ouais. Non, enfin, Jimmy Butler, il a demandé à aller dans un environnement compétitif. C'est lui le gros gagnant de tout ce truc-là. Puisque finalement, il a fait une demande de transfert, il a obtenu exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il est dans une situation où il est dans une équipe qui a de grosses ambitions, du coup, qui passe limite contender pour de vrai, enfin réellement, avec ce qu'ils ont sur le papier, qui est une équipe qui a encore des possibilités de s'améliorer puisqu'il leur reste quelques assets. Et c'est aussi une équipe où il peut avoir un rôle majeur, qui joue avec des joueurs qui sont déjà haut placés à leur poste dans la hiérarchie de la NBA actuelle, et qui a aussi de l'argent à lui proposer à la fin de la saison. Donc lui, il a tout gagné en fait, Butler. Totalement, et ça me fait penser à un article qui est sorti dans la foulée de Sports Illustrated qui résumait justement ça. Maintenant, c'est à lui. C'est à Butler maintenant de faire les choses parce qu'il est dans la situation qu'il a demandé. Alan, tu parlais à l'instant on promet ça depuis 25 minutes maintenant. Tu parlais d'une équipe qui vise le dernier carré. Après ce trade-là, où on classe ces Sixers dans cette espèce de quatuor qui se dégage à l'Est avec les Bucks, les Raptors et les Celtics, on avoue que là, ça commence à devenir très 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 intéressant à l'Est tout en haut. C'est les 4 meilleures équipes. Je pense que là, vraiment, la balance le creux a été fait par rapport au reste de la plèbe, si on peut appeler ça la plèbe. Mais, ça va faire des super demi de conférence s'il n'y a pas de blessés. Parce que s'ils ont un blessé avec l'effectif qu'on a parlé, si un des 3 se blesse, ça peut devenir très compliqué. Mais ouais. Juste, vous voulez parler des Celtics, je sais pas, j'ai vu des messages hier subliminaux adressés à ma franchise chérie. Je vous laisse, parler. Toujours aussi parano avec les Celtics, Tom. comment tu vois comment ça se place à l'Est où, franchement, on va en reparler, mais c'est vraiment, on attend, si ça se passe comme ça, et on l'espère,
ce dernier carré Bucks, Celtics, Raptors, Sixers, ça donne envie. C'est du très très lourd, hein. Enfin, moi là vraiment, je suis prêt à mettre. Après, c'est à voir comment ça va se passer sur le terrain, mais sur le papier, globalement, moi, c'est une équipe que je trouve beaucoup plus près qu'au départ. Genre, tu vois, je mettais les Bucks devant. Alors oui, les Bucks montrent énormément de choses, mais sur une série de playoffs, franchement, maintenant, je pense que je prends Philly sur une série de playoffs si je dois faire un choix entre les deux équipes. Après, chaque équipe a encore ses problèmes à régler. Toronto, pour l'instant, tout roule. À voir quand la machine va commencer à couiner, comment l'équipe va réagir. Boston a des problèmes d'attaque comme on aurait peut-être pu l'envisager au début de saison. Bon, peut-être ça va aussi tourner aussi dans leur sens. Pas que l'attaque. Quoi? Il y a pas que l'attaque. Ah ouais, il y a pas que l'attaque, mais c'est ce qui reste pour l'instant. C'est ce qui est plus problématique pour l'instant. Mais non, franchement, moi Philly aujourd'hui, je les mets bien beaucoup plus près. Genre, je disais qu'ils étaient plus près des Bucks en début de saison que des Celtics et Toronto, malgré ce qu'ont montré les Bucks. Pour moi, là, ils sont vraiment beaucoup plus proches de ces deux équipes-là. Et moi, un détail que je trouve super intéressant, c'est qu'en plus, c'est des équipes où la hiérarchie, elle est d'autant plus trouble qu'en fait, t'as l'impression que les match-ups entre eux, ils sont intéressants. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour moi, les Sixers, je trouve qu'ils matchent plutôt bien contre les Raptors, en fait. Et j'expliquerai peut-être après pourquoi. Mais on l'a vu que contre les Celtics, ça reste difficile. Mais on a des Celtics qui ont certes l'avantage contre les Sixers, mais pour moi, ils ont un gros problème contre les Bucks. Et ces mêmes Bucks, je les vois en difficulté contre les Sixers et au coude à coude avec Toronto. En fait, au niveau du match-up, je parle pas de niveau. Il y a vraiment en plus des match-up où tu vois vraiment que selon l'ordre où ça va arriver en fin de saison régulière, l'avantage du terrain aura de l'importance. Et pour une équipe qui veut potentiellement aller en finale NBA en sortant de l'Est, ça fait 3 séries de très haut niveau à jouer. C'est-à-dire ta demi-finale de conf, ta finale de conf et ta probable finale NBA contre les Warriors. Ça fait un bail qu'une équipe sortant de l'Est n'a pas eu 3 tours de haut niveau à jouer. Totalement. Et aussi par rapport à ça, je sais pas si vous allez être d'accord avec mon autre conséquence, c'est que je pense qu'aussi ça sonne un peu le glas des, je les appelle un peu les projets boiteux, mais je pense à une équipe comme Miami qui en fait Miami son objectif c'était d'avoir cette équipe moyenne pour avoir des pièces pour les trades et acquérir un joueur comme un Butler par exemple. Le problème c'est qu'on a tellement ce quatuor qui est en train de s'affirmer comme très fort que pour moi une équipe comme Miami, à part si elle attire un Kevin Durant, ce qu'elle fera pas, ou un joueur un top 5 NBA et ils le feront pas, ça sert à rien en fait parce que maintenant pour être compétitif en haut de l'Est il faut 2 joueurs All NBA. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, c'est un projet pour moi qui est un peu voué à l'échec. Et j'ai aussi écrit en gros sur mes fiches, détruisez les Wizards, parce que maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, par se faire torpiller au premier tour des playoffs, je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt de cette équipe qui gagne pas un match. Donc, je pense que comme la conséquence aussi de tout ça, c'est qu'il y a pas mal de projets qui vont devoir exploser parce qu'on a conscience qu'en plus, la plupart de ces équipes à l'Est sont jeunes. Donc, la fenêtre à 2-3 ans, elle semble bien bloquée tout en haut. Ouais, Miami, ça va être compliqué. Il faut voir qui va être le prochain joueur à demander son transfert, vu que visiblement tous les joueurs qui demandent leur transfert arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. C'est déjà compliqué en plus pour Miami. Donc peut-être attendre du côté de Bill, du coup, voir s'ils peuvent se positionner sur un gars comme ça. Je sais pas si c'est possible ou si c'est accessible pour eux, mais faudra attendre puisque là, ça s'est vachement musclé en haut et à voir en fait ce que va faire une équipe comme Indiana qui est un peu entre les deux eaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore au niveau des 4 équipes qui sont devant, mais c'est une équipe qui a de la flexibilité financière, qui a des joueurs intéressants qui se développent et qui espère peut-être raccrocher le wagon. Donc vous voulez placer comment Indiana par exemple? Pour moi, c'est vraiment l'équipe, je sais pas toi Alan, mais qui peut profiter d'une, comme tu l'as dit, une malheureuse blessure ou même si une blessure, par exemple, pour moi, les Celtics, ils sont pas une blessure près. Les Raptors, si Kawhi tombe, ils sont pas bien, mais autrement, ils peuvent je pense, se passer d'un autre joueur hors Kawhi. Les Bucks, certes, il y a, en gros, toutes ces équipes-là, à part je reprends, pour les Raptors et les Bucks, le joueur majeur, s'il tombe, on est en problème, il y a un vrai problème, mais pour le reste, je pense pas. Pour moi, les Pacers, c'est vraiment l'équipe à l'affût, ils sont au-dessus du reste, mais il y a un gros vide entre eux et les équipes au-dessus, quoi. Moi, les Pacers, ils me rappellent un peu, tu vois, en 2015,
Je crois que c'est en 2015, un peu l'équipe de Memphis de 2015, où à l'Ouest, t'avais plein d'équipes entre 55 et 53 victoires. T'avais, je crois, 4 équipes et t'avais les Warriors devant. Et eux, ils me rappellent un peu cette équipe-là, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui comment dire, c'est l'équipe qui a un effectif et qui joue sur le terrain avec un groupe qui fait plus que la somme de ses parts en fait, mais tu sens qu'il manque quelque chose pour qu'il passe un cap. Alan, ton avis sur les Pacers qui font plutôt... un bon début de saison régulière, hein. Ouais, j'étais plutôt haut sur eux. J'ai pu voir le match vendredi contre Miami. Voyage au bout de l'ennui. Hein. Mais non, ouais, en fait, c'est vraiment l'équipe qui fait le lien entre le top 4 et puis ce groupe où tu peux mettre Miami, comme vous l'avez dit. Même pas, hein, je sais. Miami est loin de ce niveau-là quand même. Oui, ouais, mais c'est pour ça, je les mets pas dans le groupe en fait. Moi, je les mets. T'as les 4, t'as Indiana tout seul et après t'as les autres parce qu'Indiana, c'est une équipe qui l'année dernière a prouvé en playoff qu'elle pouvait embêter les Cavs. Bon, c'était les Cavs, c'était le bon, voilà. Hein, mais bon, c'est une équipe qui a un All-Star, qui a des jeunes joueurs qui est plutôt bien huilé, qui a des joueurs intéressants. Donc je la mets. Voilà, s'il y a une blessure importante comme Ben l'a dit. Aux Bucks ou aux Raptors, ça m'étonnerait pas qu'ils les embêtent au premier tour des playoffs. Totalement. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. On n'est pas. Je vais finir sur cette dernière question un petit peu first takienne, hein, à la Skip Bayless, à la Stephen A. Smith de la bonne époque, avant d'enchaîner sur Minnesota. Est-ce qu'on peut commencer à dire que si on regarde vraiment le haut de la conférence comme juge de paix, l'Est est en train de dépasser l'Ouest petit à petit? Parce que l'Ouest est toujours plus homogène, je pense. Ça, on peut pas le dire parce que on l'a dit, passer 5. Mais si on regarde de 1 à 4, je suis désolé. On en parlait avec Tom en off. À part les Warriors qui sont sur une autre planète, j'ai aucune équipe qui me donne des gages, en fait, à l'Ouest à l'heure actuelle. Non, je suis d'accord. De toute façon, vous avez pas déjà un peu parlé dans l'avant-saison de l'Atlantique comme la conférence du futur, ça rajoute, là. Ah ben là, là, typiquement. On parle quand même d'une division où maintenant tu as donc Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Joel Embiid, Ben Simmons, Kyrie Irving, Jason Tatum. Enfin, tu commences alors fort, t'as une équipe All-Star en fait dans la division. Et d'ailleurs, c'est pas pour te faire du mal, Alan, mais pour moi aussi un des perdants aussi de ce trade un peu, c'est Boston qui... J'aime la concurrence. Au début juillet, enfin Boston, moi je les voyais, mais c'était même plus une autoroute. C'était une autoroute à l'américaine, 12 voies. Là maintenant, comme je l'ai dit, il y aura 2 séries pour aller en finale de très haut niveau à faire. Et va falloir, c'est tant mieux pour nous, hein. C'est pas tant mieux pour les fans des Celtics, mais c'est vraiment tant mieux pour nous si on apprécie enfin du basket de haut niveau à l'Est, et Dieu sait qu'on attend ça depuis pas mal de temps. On va peut-être enchaîner après avoir passé pas mal de temps sur Philly par Minnesota, qui finit donc l'aventure Jimmy Butler, qui n'aura joué que 69 matchs avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on en dit de ce trade du point de vue de Minnesota qui a donc retardé l'échéance le plus possible, hein, parce que faut rappeler que quand même c'est un fil rouge qui nous tient depuis des semaines et des semaines. Ton avis, Tom, sur ce qu'a pu récupérer Minnesota pour un joueur All-Star quand même? All-NBA. All-NBA même. Enfin, moi je trouve que, la situation devenait intenable en fait. Donc là, fallait vraiment. Je pense que c'était le timing. C'était le dernier timing vraiment pour. Ils auraient pas pu tenir plus longtemps avec Jimmy Butler dans l'effectif. Il y a eu le road trip. Après le road trip où le truc c'est qu'en fait on s'était attaché au fait que voilà, cette équipe-là elle était bonne en fait avec Jimmy Butler. Sauf que sur le début de saison, elle est pas bonne en fait. Ils sont avant-derniers de la conférence Ouest, et après les matchs contre les Lakers et contre les Kings, tu voyais bien que, à la fin de road trip là, où ils finissent sur un 0-5, tu sentais bien que fallait faire quelque chose et fallait le bouger absolument. Donc je trouve qu'en termes de retour, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont pu obtenir. Je sais pas si ce sont des joueurs qui vont garder sur le long terme, puisque je ne pense pas que ce sont des joueurs qui sont faits pour Tom Thibodeau, ce sont plus des joueurs de système, et Thibodeau en termes de système, c'est pas forcément ça. Globalement, je trouve qu'ils ont bien fait dans ce qu'ils ont récupéré, mais je suis pas persuadé que ça a autant de valeur pour eux que ça aurait pu l'avoir pour une autre équipe. Alan, ton avis sur ces 2 joueurs, comme on a déjà pas mal parlé d'eux, côté Philly, qu'est-ce que ça donne côté Minnesota, où c'est clair que là maintenant on est aussi d'accord, je te balance 2 questions à la fois, on est aussi d'accord pour dire que Minnesota, Tom l'a dit, ils sont à 4-9. Est-ce que déjà l'objectif playoff il est rayé déjà?
Bah, je pense, mais c'est super intéressant ce qu'a dit Tom, et c'est vrai, c'est que, en fait, l'argument de Thibodeau pour aider Butler, c'était, bah, il va nous permettre d'être bon, en fait. Mais c'était même pas le cas. Ils se font battre par Sacramento dans un match où après t'as Butler en conférence de presse qui dit ouais on joue trop. Donc en gros c'est une attaque à Thibodeau parce qu'on sait que c'est Thibodeau qui fait jouer beaucoup trop de joueurs. Il dit ouais en employant des mots un petit peu du jargon obscène voilà. Donc ouais, ça rimait à rien. Le dernier match qu'ils ont gagné, il a fallu que Derrick Rose en plante 50. Donc l'équipe ne va pas bien. Covington, Saric, moi j'ai hâte de voir comment il va faire jouer tout ça. Est-ce que ça veut dire que Wiggins s'est replacé en 2 ? Tu peux le penser, mais est-ce qu'en même temps il va sortir Gibson du 5 ? Moi j'attends plus rien des rotations de Thibodeau, je veux les voir. Non mais je sais pas, parce que tu pourras avoir une idée de te dire bon, t'as Jeff Teague, Wiggins, Covington, Saric, Towns, bon ça fait pas rêver grand monde, surtout quand t'avais Jimmy Butler avant, mais bon, avec Gibson en sortie de bande et des jeunes qui montent, je suis plutôt content de comment il utilise Okogie, qui est un joueur que j'aimais bien à la fac, mais je sais pas, si tu veux pas, sérieux, je sais pas. Wiggins en 2, je pense que c'est quelque chose qui va se faire pas. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va s'acheminer vers ça. Et oui, c'est clair que c'est un peu morose. C'est pour ça aussi que Tom, je suis d'accord quand t'as dit qu'il y avait une vision court-termiste à Philly et que c'était peut-être une erreur, mais il faut aussi voir la trajectoire des Timberwolves. Pour moi, elle est très intéressante. Il y a 3 ans, on prend notre machine à remonter dans le temps, c'était l'équipe elle est à 4 ans plus tard, il y a 3 ans, donc elle était censée dominer quoi au début de la décennie 2020. Ouais. C'était l'équipe du futur. On est tout proche de. Maintenant, c'est le futur. On est dans le futur. C'est très dur ce que je dis là. On est dans le futur d'il y a 3 ans. Et là, on est face à une équipe qui est morose en fait, avec un Andrew Wiggins qui a pas su percer, Towns qui va sûrement gagner du départ de Butler, parce qu'il y avait déjà pas mal de stats qui sont sortis comme quoi il était meilleur quand Butler n'était pas là. Ouais, je suis pas sur sûr, ce début de saison. Mais il y a des raisons d'être agressif en fait, parce que le futur c'est bien beau, mais on maîtrise rien dessus en NBA, et la preuve en est, c'est que ces Timberwolves là, pour moi, je les classe même plus dans les 5 équipes du futur de la NBA maintenant. Moi, c'est assez dérangeant, puisque par exemple, tu vois, tu parles de Towns. Moi, je suis pas persuadé en fait que Towns va avoir un usage beaucoup plus important que ça, hein. Puisque quand tu regardes Towns, pour moi, il faut absolument que Towns joue beaucoup plus avec quelqu'un comme Tyus Jones, par exemple. C'est un gars qui sait le servir dans les bonnes positions, c'est un gars qui sait fluidifier le jeu, qui sait comment amener le jeu à Towns. Derrick Rose, il joue pas forcément avec Towns. En fait, Derrick Rose, t'as l'impression un peu de revoir le mec de New York où oui, il fait ses points, il score, machin, mais finalement, l'équipe, elle fait rien, quoi. Enfin, il a sa ligne de stats, mais l'équipe ne fait rien. Okogie, je crois, Josh Okogie. Okogie, ouais. Okogie, lui, il commence un peu à prendre les mauvaises habitudes à limite ne jamais regarder Towns. C'est-à-dire qu'il a la balle, il fonce au panier un peu à la Wiggins, tu vois. Il ne regarde jamais Towns. Moi, je sais pas, en fait. Et puis, j'ai aussi peur du phénomène Jay Crowder qui... Pourquoi tu rigoles? Le phénomène Jay Crowder. Parce que le nom du phénomène Jay Crowder, ça me fait rigoler. Vas-y, Tom. Non, c'est-à-dire, tu vois, le phénomène Jay Crowder où, à partir du moment où tu n'es pas dans un certain système, on voit plus tes défauts que tes qualités. Et du coup, j'ai peur, en fait, que, au final, ce qui va rester d'un joueur comme, Robert Covington, on va en parler uniquement que pour son contrat plutôt que ce qu'il apporte sur le terrain, parce que là il est dans un système différent et il n'est pas avec des joueurs tu vois, par exemple Covington, c'est un joueur qui est connu pour sa défense, un peu à la Trevor Ariza, mais quand tu le mets dans un système où la défense n'est pas la priorité des autres joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas lui qui va faire de ton équipe une bonne défense. Il va contribuer à faire que tu aies une bonne défense si tu as des joueurs autour, mais c'est pas lui qui va faire que tu aies une bonne défense à la Kawhi Leonard, par exemple. Et du coup, on voit un peu avec Trevor Ariza que, regarde, c'est pas lui qui a forcément amélioré la défense des Suns, qui est toujours pourrie. Totalement. Et puis, Covington, alors c'est un peu... Je sais pas si on peut le comparer, mais je pense qu'on peut le faire. Si on compare un peu les deux situations, là encore, on va attendre qu'il apporte énormément de spacing, en fait, à cette équipe de Minnesota qui est pas non plus la meilleure à ce niveau-là. Et je sais pas, moi, Minnesota, j'ai quand même un feeling assez bizarre avec cette équipe. Je trouve que
je sais pas, le momentum, il est pas du tout en leur faveur. Tu l'as dit, Tom, par rapport à Towns. Il faudrait qu'ils retrouvent de l'importance, mais pour moi, l'importance, il va la retrouver en 2019-2020 quand Thibodeau va plus être là. Parce que il y a un petit élément, il a pas été assez relayé, je trouve. C'est Woj qui a tweeté le fait que les proprios étaient assez investis dans le trade. Pour Philly, ça peut se comprendre, parce qu'Elton Brand, c'est un jeune JM, il est pas là depuis longtemps, puis je pense que ça peut se comprendre quand t'attires un top 15 NBA de vouloir que ton proprio soit investi. Par contre, pour moi, c'est un sacré pied de nez à Tibbs qui a pas voulu trader Butler et de ramener le proprio. Et en plus, on sait que Glenn Taylor, c'est pas le propriétaire le plus investi de la ligue. Donc le fait qu'il mette un peu son nez dans les affaires de l'équipe, ça prouve bien que niveau du front office, ça peut bouger très vite. Donc ça peut être un petit peu la fin de l'expérience Thibodeau et on sait que nous trois, on serait pas forcément contre ça. Quelque chose à rajouter. Ouais, vas-y. Pour Elton Brand, si on peut rajouter quelque chose, il est aussi, je pense, obligé de mettre au courant son proprio puisque l'équipe va commencer à coûter cher en fait. Parce que si tu dois re-signer Butler l'an prochain et que tu dois aussi re-signer Ben Simmons qui va arriver au moment de sa prolongation, l'effectif va devoir coûter plus cher. Il faut savoir si le proprio est d'accord pour payer la luxury tax. Puisque si le proprio te dit qu'il n'est pas d'accord pour payer la luxury tax dans 2 ou 3 ans, je pense que tu fais pas ce move-là en fait. Puisque tu sais qu'en ramenant Butler, tu seras amené à le payer et du coup à avoir un effectif qui va te coûter cher à la longue. Alan, ton avis sur tout ça, sur Thibodeau? On a assez tapé dessus, on va croire qu'on fait que taper. On va croire qu'on est trop, on nous le dit souvent, c'est vrai qu'on est, et je pense que je suis le pire de nous tous, on est pro-player, nous. C'est vrai qu'on donne beaucoup d'importance aux joueurs. Aussi, mais c'est surtout que Thibodeau, c'est un coach du passé. C'est très dur ce que je dis, mais je préfère avoir Atkinson que Thibodeau aujourd'hui. Non, mais tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire, même la mère de Thibodeau, elle préfère Atkinson. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un coach du passé, il vit sur ses années Bulls et il a aussi toujours ce pédigré de coach défensif quand il était assistant à Boston, mais depuis qu'il est arrivé à Minnesota, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, ça va se mettre en place, la patte Thibodeau. Oh, ça va se mettre en place, là, il ramène des joueurs qu'il connaît, des vétérans. Mais il y a rien de tout ça. C'est une catastrophe. Alors oui, le bémol, c'était la blessure l'année dernière de Butler, parce qu'ils auraient été bien mieux classés. Ouais. Et ça aurait peut-être changé toute l'histoire. Ça aurait peut-être changé toute l'histoire, hein. Peut-être que ce serait eux, le Utah de l'an dernier, en fait, si jamais il y avait pas eu la blessure de Butler. Sauf que il y a eu la blessure, ça arrive en sport, pas mal de coachs ont aussi des blessures et ils font avec, et là, rien ne va, mais rien ne va. Et je parle pas du choix de Justin Patton à la draft, parce que c'est son choix, vu qu'il était en charge du choix. Excusez-moi, ça rentre en cause aussi. Après, il choisit un mec et il lui donne. Alors, il a eu 2 grosses blessures de Justin Patton, mais il lui donne pas non plus la chance en fait. D'où tu sélectionnes avec. C'était pas un lottery pick, mais ça devait juste en dessous de lottery. Ouais, juste en dessous. Tu choisis un joueur sur le poste, ton meilleur joueur, et où tu vas investir de l'argent à la free agency. Exactement. Enfin, Taj Gibson. Et où t'en as déjà investi sur Gorgui Dieng. Ah oui. En plus, qu'on oublie complètement dans l'équation, pour vous dire. Mais oui, c'est vraiment. Il faut un nouveau souffle à cette équipe. Je pense qu'ils vont tranquillement. Parce que je pense que malheureusement, c'est une équipe qui va être un petit peu, qui va ramener pas mal de drama en NBA, mais je pense qu'ils vont finir la saison et ils vont renouveler un peu tout. Faut savoir que quand même ces 2 dernières saisons, c'est les premières saisons, je crois, depuis 2002, 2003, 2004. Où Minnesota a ramené le même duo GM-coach 2 saisons de suite. Hein. Ouais. C'est fou, hein, quand même. Hein. On se perd dans la forêt. Le problème, il vient aussi un peu d'en haut. Il y a un problème au niveau de cette équipe, au niveau aussi de l'organigramme tout en haut. Hein. Faut pas se voiler la face. Ouais. Rien d'autre à dire sur Minnesota, sur qui on passe un peu plus rapidement, mais est-ce qu'on peut espérer la suite de voir quelqu'un comme Wiggins tradé ou c'est encore trop tôt? Est-ce qu'on va le garder? Je pense pas, hein, parce que Wiggins ne montre pas vraiment de signe de progrès. C'est un joueur il a un contrat max et qui est un joueur qui a une sélection de shoot très 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 compliquée. Enfin, le gars n'arrive pas à jouer. T'es vraiment gentil, Tom. Tu peux utiliser un autre adjectif. Hein. Non, mais en gros, il prend des shoots pour lesquels il a pas assez de talent pour les mettre.
et qui sont pas à il prend des à haute shoots rentabilité. compliqués. Voilà, il prend des shoots très 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 compliqués. Après, peut-être qu'il y a une histoire de système qui est pas fait pour lui, ou il est pas mis dans les bonnes conditions, je sais pas, mais enfin, Andrew Wiggins, c'est voilà, je récupère le ballon, j'ai un petit avantage, je vais foncer tête baissée, et t'as pas l'impression en fait qu'il utilise ses capacités athlétiques intelligemment. Il baisse sa tête, il a des problèmes de handle, c'est ce genre de joueur qui a ultra dominé avant et qui a jamais eu besoin d'ajouter à sa panoplie, voilà, comme tu dis, un bon handle et puis un QI basket qui lui permet juste de savoir où se placer sur un terrain. Il dominait tellement. Il y en a pas mal des mecs comme ça, mais lui c'est criant. Parce que tu vois, parce que par exemple son dribble ne lui permet pas d'aller jusqu'au cercle. À chaque fois, il doit s'arrêter pour prendre un jumper dans la zone intermédiaire, puisque il est bloqué, il n'arrive pas à vraiment prendre l'ascendant. Après, bon, est-ce qu'on peut dire de Wiggins, j'ai une idée qui me vient comme ça, c'est peut-être très stupide, mais j'ai l'impression qu'il joue comme un franchise player du milieu des années 2000 sans le talent. Ouais, mais oui. Oula, ouais. Si, en fait, oui, il joue cette caricature, ouais. Il joue un peu comme ça, sauf qu'il a pas le talent d'un mec des années 2000. En fait, j'ai l'impression qu'il est hors de son temps et qu'en plus, il fait pas, enfin, à la trajectoire d'Andrew Wiggins, vous l'avez dit, c'est fascinant, mais oui, je vois ce que tu veux dire, Tom. J'ai vraiment cette action dans la tête où en fait, il commence à dribbler, il s'arrête, il prend un pull-up à 5 mètres et tu sais, il fait ce dribble main droite où il tourne un peu là. C'est vous. Et puis, je le vois tout le temps faire ça et puis, ouais, il s'élève à 45 degrés à 2 points et puis il loupe le tir. Puisque le tir est compliqué. C'est pas, enfin, voilà, ce sont des tirs qui sont très très difficiles à mettre et c'est l'élite de l'élite qui met ces tirs-là et malheureusement, Andrew Wiggins ne fait pas partie de l'élite de l'élite. Mais bon, j'espère vraiment voir comment Thibodeau, parce que là Thibodeau, je pense que il joue avec la fin de saison. Je pense qu'il va pas se faire virer cette saison, mais s'il y a peut-être un peu de mieux, il joue peut-être son prochain job. Donc peut-être qu'il va essayer de s'appliquer à faire quelque chose pour que l'équipe soit au minimum regardable et que les joueurs soient mis dans de bonnes conditions, quoi. Tu penses pas, comme je l'ai dit, on va avoir déjà être rétrogradé de son... Enfin, pour moi, c'est inconcevable qu'il reste président de cette équipe. Après cette année-là, il doit déjà redevenir simplement coach. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de le virer l'année d'après, quoi. Ouais, mais le problème, si tu fais ça, si tu le rétrogrades, c'est que tu dois embaucher quelqu'un. Et t'as pas confiance dans le remplaçant. Non, c'est même pas ça, c'est que tu dois payer, en fait, pour embaucher quelqu'un. Peut-être que Glenn Taylor n'a pas forcément envie de mettre la main au portefeuille pour changer tout son front office. C'est quelque Surtout chose qu'il a déjà donné de l'argent. Surtout qu'il a déjà mis de l'argent, tu vois. Ouais, oui, ouais, très juste. Quelque chose à rajouter sur Minnesota où j'avais oublié la présence de Gorgui Dieng dans cet effectif. Ouais, c'est mon rôle de rappeler sa présence. Ben, c'est à voir justement ce que Minnesota va faire juste avec le contrat de Jared Bayless. Est-ce qu'ils vont, vu qu'il est expirant, est-ce qu'ils vont peut-être essayer de l'échanger pour un joueur qui a un contrat un petit peu plus long, genre par exemple essayer de récupérer un gars comme Courtney Lee, un truc comme ça, quoi, un vétéran qui peut peut-être aider l'équipe, quoi, contre un joueur qui a un contrat expirant. À voir s'ils arrivent à faire ce type de move là, quoi, puisque ça ferait sens, puisque c'est pas une équipe qui va forcément attirer les agents libres. Ah oui, totalement. Et par rapport, on en a même pas parlé pour eux, mais par rapport aux 5 de départ, on va vers quoi? On va vers Tig, Wiggins, Covington, Saric, Towns, où Thibodeau continue d'avoir un amour complètement irrationnel pour Taj Gibson et continue à le mettre dans tu vas te retrouver avec Covington en 2, Saric en 3, Gibson en 5 et Towns en 4. Il peut pas mettre Wiggins sur le banc. Non, mais sur des temps de jeu. Des séquences, c'est probable, ça. Et moi, ma plus grande peur avec ça, puisque là, on a parlé essentiellement de Covington, mais j'ai peur, en fait, qu'il utilise Saric comme il a utilisé Bjelica, en fait. Ouais. En 3. Ah ouais, spot-up shooter. Ouais. Tu vois, très bonne utilisation de ses talents. Tu vois, enfin... C'est affligeant. J'espère vraiment qu'il va arriver à être créatif de ce côté-là. Moi, perso, si je m'écoute personnellement, si j'étais coach, je mets Tyus Jones meneur titulaire. Je fais un axe Jones,
John Stones, comme ça je le maximise. Je mets du coup à côté, je vais quand même laisser Gibson, puisque Gibson c'est un joueur qui est quand même important pour l'esprit, entre guillemets, l'état d'esprit sur le terrain, et c'est un joueur qui fait toutes les petites choses que des joueurs comme Wiggins ne font pas. Je mets Wiggins puisque j'ai pas le choix, et Covington, et du coup Saric, j'essaie de l'avoir dans un rôle un petit peu plus all-around pour qu'il puisse, un peu comme il a fait sur sa saison rookie, quoi, pour qu'il puisse avoir un peu les clés de la deuxième unité, et même s'il va partager les minutes avec des gars comme Derrick Rose, quoi. Mais franchement, je partirais plus sur ça. C'est pas trop du partage. Ouais, mais Tyus Jones, c'est le meneur parfait, en fait. Il est dans l'effectif, mais pourquoi ils le font pas jouer? Parce qu'il a pas joué aux Bulls il y a 3 ans, Tom. C'est ça le problème. Jeune. Et oui, mais Saric, vraiment, on a été peut-être un peu dur avec lui, mais Saric, ça peut être le meilleur joueur de ton équipe sur le banc, de ton deuxième 5, parfaitement. Oui. C'est juste que quand on commence à en demander un petit peu plus, il y a des petites limitations qui sont assez apparentes et ça pose problème. Mais il peut parfaitement être ça. Je vous propose quand même de bientôt conclure. Un petit dernier mot, Alan, si tu as quelque chose à dire, parce que là, on commence il faut surveiller le chrono. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour l'overtime. Overtime, cette semaine. Tom, t'as voulu qu'on parle un peu d'une équipe qui avance cachée. C'est Portland. Portland qui a un bilan donc de 9 victoires pour 3 défaites à l'heure où on enregistre. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur cette équipe de Portland, Tom? En fait, l'équipe, c'est tout sauf surprenant, en fait. C'est une équipe qui a été, on en avait parlé au moment des previews, que par rapport à ce qui s'est passé en playoff, c'est une équipe qu'on avait tendance à mettre un peu bas par rapport à la notion de plafond. Mais globalement, en fait, c'est une équipe qui est bonne, en fait, qui a des bases solides et qui gagne les matchs qu'elle doit gagner et qui en perd quelques-uns au passage. Mais globalement, ils sont sur un bon rythme, en fait. Et c'est limite pas si étonnant que ça, en fait, de les voir aussi bien placés au début. Alan, ton avis, si t'as vu un peu de Portland, parce que moi, j'ai un petit peu calmé il y a pas de hype, hein, j'ai un petit peu calmé tout ce qui se passe, donc ton avis sur eux. Oula. Le duo, on sait ce qu'il est, on le connaît, Lillard-McCollum. Je trouve que ils tirent l'avantage de joueurs dont ils auraient dû tirer l'avantage l'année dernière. Zach Collins, par exemple, qu'ils avaient drafté haut, qui est un joueur plutôt intéressant, je trouve, pour eux. Ils en ont besoin dans leur seconde unité parce que trop de Myers Leonard, non. Après, oui, je suis un peu comme toi, je suis pas non plus hyper haut sur le dossier, mais ils ont gagné les matchs qu'ils doivent gagner. En fait, si je dois dire un truc, je dis comme Tom, en fait. Ça bat des bonnes équipes, en plus. Ils ont battu les Pélicans, je crois, dernièrement. Ils ont battu Milwaukee. Ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner dans une conférence Ouest qui est peut-être un petit peu plus décevante. Ça va peut-être être l'équipe qui va sortir du lot pour être plutôt haut, quoi. Après, par rapport au match joué, c'est une stat dont il faut se méfier après 12 matchs, mais si on prend la stat, la difficulté du calendrier francisé, ouais. Ils ont le deuxième calendrier le plus facile de la NBA et c'est pas très surprenant. Ils ont 12 matchs joués, ils en ont que 4 à l'extérieur et parmi leurs 4 matchs à l'extérieur, il y a Orlando qu'ils ont gagné, Miami qu'ils ont perdu et Indiana et Houston. On sait que Houston, ils les ont pris au moment où ça allait pas trop bien. Mm-hmm. Ils ont pas eu, franchement, ils ont joué les Wizards aussi, ils ont joué les Pelicans chez eux. Ils ont perdu les Wizards. Ils ont été capables de perdre les Wizards. Ce qui est quand même incroyable à ce stade. C'est ça qui est fou. Mais globalement, ils ont pas eu le calendrier le plus difficile. Après, en parlant un peu d'eux et en les mettant en relation avec Denver, je trouve qu'on est dans un début de saison où il y a eu tellement de changements, notamment autour de la vitesse de jeu, la focale sur l'attaque, que des équipes comme Denver et Portland, qui ont pas changé, mais pas du tout, elles ont un énorme avantage par rapport à d'autres. Et pour moi, c'est des équipes qui surfent sur leur dynamique de la saison dernière, surtout sur leurs automatismes de la saison dernière. J'attends de voir quand tout le monde sera un peu remis à flot, comment ça va jouer vraiment. Parce que c'est deux équipes, notamment Portland et Denver, avec lesquelles j'ai des problèmes sur les schémas défensifs mis en place une fois qu'on arrive en playoff. Et je pense notamment à Denver, où je crois pas que la façon dont ils cachent un peu Jokic, ça puisse tenir sur une configuration playoff. J'ai des gros doutes. Ouais, mais après, tu vois quand même que voilà, ils sont vraiment bien rodés, notamment Portland, notamment sur la défense du pick and roll, puisque c'est une équipe que je dois observer. Teasing, c'est une équipe que je dois observer ces derniers temps. Alors t'as Mo Harkless qui est un petit peu absent ces derniers temps et qui est remplacé par Jake Layman, my man. Mais
Mais enfin, t'as vraiment, j'ai vraiment la sensation d'une équipe qui, tu vois, ils ont traversé quelque chose qui était très difficile, le sweep, et même pas uniquement le sweep face à New Orleans. C'est une équipe qui reste sur 10 matchs, 10 défaites consécutives en playoff. Donc c'est quelque chose de très fort en fait qu'ils ont traversé, où il n'y a pas eu vraiment de changement, il n'y a pas eu de changement de coach, il n'y a pas eu de changement vraiment dans la hiérarchie des joueurs. Au début de saison, McCollum avait quelques difficultés offensives, notamment pour finir au panier. Bon là ça va un petit peu mieux, mais t'as l'impression qu'en fait ils sont ils sont sereins. C'est bizarre, t'as l'impression qu'ils sont sereins, qu'ils sont limite imperturbables, quoi. Et non, on va voir combien de temps ça va durer, quoi. Et quand les premières secousses vont arriver, comment ils vont réagir à ça, quoi. Ils ont aussi, je trouve, un visage. Enfin, j'arrive à les lire, j'arrive à les comprendre. Ce qui est, comme on l'a dit, c'est déjà une première chose. C'est pas mal à l'Ouest à l'heure actuelle. C'est une équipe où, alors on a que 12 matchs, mais c'est en partie lié au fait qu'ils ont pas changé globalement l'effectif est à peu près le même. On sait ce que ça peut donner dans quelques mois. On sait ce que ça va donner là où la plupart des équipes à l'Ouest, on en a aucune idée. Après, pour le reste, encore une fois, moi, je suis un petit peu, j'ai mes réserves. T'as parlé de Zach Collins, Alan, à voir ce que ça va faire ce que ça va donner dans la durée. Je suis pas le plus grand fan du joueur à voir, hein. C'est 12 matchs, hein. Peut-être que il va se relever d'une saison rookie qui avait vraiment été catastrophique. Mais voilà, je sais pas. Portland, à voir. Ils seront en playoff. Ils peuvent peut-être avoir l'avantage du terrain au premier tour, mais ça pourrait être encore une fois l'équipe qui tombe face à Anthony Davis, par exemple. Enfin, pour moi, le scénario de l'année dernière, il peut parfaitement se réécrire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont quand même faire un move? Genre, par exemple, on sait qu'il y a à partir du 15 janvier, des joueurs qui ont re-signé un contrat cet été pour être, du 15 décembre, par exemple, des joueurs qui ont signé un contrat cet été pourront être échangés. Et par exemple, pour le cas d'un gars comme Nurkic, qui a été échangé, qui a re-signé avec ses bird rights, qui sera échangeable à partir du 15 janvier. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui vont peut-être essayer de bouger pour s'améliorer et justement limiter les problèmes qu'ils avaient l'an dernier en playoff? Je pense pas qu'ils vont jouer sur cette corde-là, parce que je maintiens que c'est une équipe qui peut potentiellement, pour moi, c'est peut-être déjà la dernière année du duo McCollum-Lillard ou pas loin. Donc je pense qu'ils vont encore se donner une année comme ça. Et en plus, je suis pas sûr que t'obtiennes grand-chose par rapport à Nurkic. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais j'ai tendance à croire que si tu l'as re-signé, alors certes, tu l'as aussi re-signé par peur du vide, mais tu lui donnes sa chance pendant une saison. Ouais, j'ai pas trop, j'attends de les voir contre Boston. C'est le match, le match de paix ultime. Non, pas du tout, parce que ça permet vraiment de voir les équipes. J'ai assisté au Jamal Murray game la semaine dernière. Maintenant, on va jouer contre Portland. Ça permet plus de voir l'équipe. Je me rappelle que l'année dernière, sans Kyrie et Ward, on avait réussi à gagner chez eux, parce que à part le duo McCollum Lillard, c'était vraiment faible. Donc de ce que je lis et de ce que j'ai pu un peu voir, ils ont des contributions d'autres joueurs. Vraiment à voir sur la durée cette contribution là, mais comme tu l'as dit, Ben, je suis plutôt de ton avis, en mode playoff, la contribution de ce type de joueur là peut être délicate, et tu peux pas t'attendre à, par exemple, que Nick Stauskas, même Seth Curry il a du temps de jeu. Seth Curry, il a un peu le rôle qu'avait Shabazz Napier l'année dernière. C'est ça, il a un petit peu de délicatesse avec son shoot et ses prises de décision, mais enfin tu sens qu'il revient quand même. Enfin c'est un joueur qui est pas un joueur négatif. Il est un joueur, il est là, quoi. non, c'est-à-dire que, tu vois, c'est pas un joueur qui va faire énormément d'erreurs, mais c'est pas un joueur qui va t'apporter énormément non plus, tu vois, c'est vraiment, c'est un joueur qui est là pour faire en sorte que les choses fonctionnent correctement. La bonne nouvelle pour Portland aussi, c'est, ils ont pas eu CJ McCollum, il a un peu entamé difficilement la saison, et la bonne nouvelle pour eux, c'est que ils ont su tenir, en fait. Je regardais les stats, genre, quelqu'un comme CJ McCollum, c'est 10 premiers matchs de la saison, il est en dessous de 43% de réussite au shoot, en dessous de 35% à 3 points, en dessous de 20 points de moyenne, et il mettait pas les mêmes shoots que d'habitude. Enfin, il a un peu démarré diesel avant son match à 40 points contre Milwaukee.
Et c'est plutôt positif qu'au moins d'autres joueurs ont su, même si c'est de la saison régulière, d'autres joueurs ont su un peu step up et réussir à contribuer à la place ou remplacer un peu ce que faisait CJ McCollum. Sa production, ouais. Parce qu'on voyait même pas ça les saisons régulières. Même en saison régulière, on voyait pas ça les dernières années, pardon. Et tu vois, c'est une équipe qui est aussi privée de Mo Harkless pendant quelques matchs. C'est-à-dire que Harkless, on sait qu'il a des problèmes au genou, il y a des matchs il joue, d'autres matchs il joue pas. Là, ça fait un petit moment qu'il a pas joué. Et l'équipe arrive quand même à survivre en fait. Donc c'est bien, ça témoigne quand même d'une certaine efficacité du système qui est mis en place et aussi d'une certaine interchangeabilité dans l'effectif. Totalement. En plus de ce sujet, il nous reste pour une fois, on n'est pas totalement honteux au niveau du timing. Quelque chose à rajouter, Alan? Est-ce que tu veux faire un plaidoyer par rapport au Mayo City ou tu continues de dire n'importe quoi ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? La brigade du style doit frapper. Voilà, ce qui se passe avec les Mayo City, c'est pas normal en tant que bon réac que je suis qu'on me laisse avec les maillots historiques, qu'on arrête cette espèce de coloration de carnavalesque qui se passe à une NBA. Il y en a des beaux, oui, mais il y en a quand même, je suis désolé, qui sont pas jolis. Ma vraie question, c'est depuis quand tu es la fashion police, moi? Enfin, depuis quand tu t'es attribué depuis que je me suis autoproclamé. De fashion police. C'est de l'autoproclamation, c'est un coup d'état. Mais oui. T'es Jimmy Butler, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un compliment. Mais oui, les maillots City. J'ai vu que ça l'a fait réagir pendant une semaine. On était obligé de glisser un mot là-dessus, mais oui. Il y en a il y en a 2-3, enfin, genre celui des Bucks, j'ai pas trop compris le concept, mais il y en a, la plupart sont quand même plutôt bien réussis, et puis, tant mieux pour la NBA, ils doivent vendre des caisses de maillots en plus. Tu as vu celui des Clippers, Non, celui des Clippers, il est horrible. Il est horrible. Avec le truc Dunlop, là, le LA, enfin, il est pas ouf, hein, mais bon, après, enfin. Il commence chez le Memphis. Il est horrible aussi, c'est le gris là, c'est l'espèce de maillot, c'est l'espèce de maillot pour la catch night, en gros la wrestling night, c'est terrible. Le suite Chicago, j'ai vu le suite Chicago aussi, on dirait un maillot un mauvais maillot des Wizards. Bah, mais celui de LA ressemble aussi à un des maillots des Wizards. Couleur, ouais. C'est celui des Clippers, là. Il ressemble. Même celui des Kings, les Kings, il est pas ouf. Enfin. Après, vous citez que les mauvais, il y en a des. Celui de Brooklyn, il est incroyable. Hommage à Biggie, il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on va voir encore plus d'hipsters dans les rues avec le maillot de Brooklyn, ça m'inquiète un peu. Mais non, il y en a des beaux. Oui, c'est sûr que bon, on va. Je comptais pas que cette séquence mode se poursuive plus longtemps. Hein. Je suis toujours dans l'excès, tu me connais. C'est ça. Rien d'autre à rajouter, un dernier mot pour la forme, ou on va se quitter là-dessus. Mais justement, Brooklyn, on en a pas parlé, mais du coup, eux, là bon, t'as Caris LeVert qui fait ses trucs et Jared Allen qui sont intéressants. D'Angelo Russell qui a arrêté de perdre les ballons, donc c'est cool. Mais eux, tu vois, le fait que Jimmy Butler soit parti à Philadelphie, en fait, eux, ils leur restent qui, en fait? Comme le potentiel de Max joueur Slot. Ouais. Pas grand monde, hein, parce qu'ils vont pas aller, par exemple, les noms comme, t'as cité le nom de Bradley Beal, il commence à pas mal sortir, mais ils vont pas aller le chercher, vu ce qu'ils ont. Non, mais même pas pour trade, puisque eux aussi, ils sont mis dans les joueurs, entre guillemets, pour la Free Agency 2019. Puisque finalement, parce que finalement, si t'enlèves, par exemple, Kawhi, ça se passe bien pour l'instant, Klay, ça se passe bien, Kyrie va probablement re-signer, et là, t'as Jimmy Butler qui est parti à Philadelphie. Bon, ça ne dit pas qu'il va re-signer. T'as Jimmy Butler qui est parti à Philadelphie. Au final, tu te retrouves directement dans le tiers d'en dessous. Et le tiers d'en dessous, c'est quoi? C'est Kemba. Middleton. Kemba, Middleton, Tobias Harris. Ouais. Et il y a beaucoup de... Est-ce que tu veux utiliser ton cap space pour ces joueurs-là, en fait? Mais ces joueurs-là, ils vont se gaver, hein. Parce qu'en plus, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur les lignes arrière, en fait. Alors, c'est pas un problème pour Brooklyn, ça. Parce que Brooklyn, c'est pas à ce niveau-là qu'ils ont besoin d'aide. Mais pour les autres équipes qui ont prévu, le tiers de la ligue qui a prévu du cap space pour 2019, Kemba, il va se grasser la patte. Je veux dire, vu son début de saison, il prend, Alan pourra vous en parler, teasing numéro 78,
Bah, c'est des joueurs-là, les Middleton, il va avoir un max. De quelque part, on sait pas d'où ça va arriver, mais il va l'avoir. Ça me semble assez évident. Il va avoir trop d'argent et pas assez de candidats. Un peu comme en 2016, j'ai l'impression. Ouais. Et peut-être que des équipes vont paniquer, vont proposer beaucoup d'argent à des joueurs qui sont plutôt des seconds choix, de peur de ne pas pouvoir utiliser l'argent. Puisqu'en gros, Brooklyn, certes, ils ont un peu d'argent, mais quand ils vont commencer à devoir passer à la caisse, là, puisque t'as Caris LeVert qui devient agent libre, t'as D'Angelo Russell qui devient agent libre, t'as Dinwiddie qu'il faudra peut-être payer, t'as également Rondo Hollis Jefferson qu'il faudra peut-être payer, et peut-être que certaines équipes voudront se venger des poisons de pile que les Nets ont mises il y a quelques années. Donc à voir si eux aussi, ils vont pas se retrouver dans une zone du milieu, bien malgré eux. Après, on vous invite à aller réécouter on avait fait un épisode il y a quelques mois de ça sur les conséquences de la Free Agency 2016 sur toute la NBA. On peut pas espérer qu'ils aient retenu la leçon quand même. Je veux dire, il y a certaines équipes qui se sont plombées au niveau des salaires pour 3-4 ans. 3 ans après, le même scénario se répète. On peut espérer, c'est l'intelligence, la décence même de plus faire les mêmes erreurs. C'est demander trop. On peut, mais tu sais pas. Ouais. En tout cas, c'est pour ça que c'est la NBA, quoi. Puisque après, c'est une question d'offre et de demande. Si tu veux absolument un joueur et que tu es en concurrence avec quelqu'un qui met beaucoup, ben tu vas tenter de matcher l'offre, même si tu sais qu'elle est pas forcément bonne. Mais si tu t'as aucun autre moyen d'entre guillemets, puisque au bout d'un moment il y a des GM qui vont jouer leur place, parce que c'est bien beau les reconstructions, puisque quand tu pars dans un processus de reconstruction, tu achètes du temps, mais au bout d'un moment, le propriétaire qui te paie et qui te fait confiance pour le processus de reconstruction, il veut avoir des résultats à un moment donné, et c'est là où tu es tenté à aller sortir de l'argent de ton portefeuille pour essayer d'améliorer ton équipe à long terme. Et si tu rates ta cible principale, ben au final tu dois te rabattre sur quelque chose globalement. À voir, ça va être on a perdu le fil rouge Minnesota, ça va être notre nouveau fil rouge, la Free Agency 2019, avec le tiers des équipes qui ont de la place. C'est très peu de joueurs de très haut niveau en fait. Bien souvent quand c'est ça, c'est les joueurs, c'est même pas les joueurs du niveau de Chris Middleton ou Kemba Walker qui en profitent, c'est les joueurs encore en dessous, c'est vraiment les joueurs tout juste titulaires ou un peu plus qui vraiment se grassent la patte. Donc à voir. Je pense que c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 136, ça c'est toujours incroyable, de l'épisode n'importe quoi. On va conclure l'épisode 136 du podcast Dunk Hebdo. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi de nous donner les 5 petites étoiles. Soyez les 2 dernières personnes qui nous donnent les 5 petites étoiles pour arriver à 100. J'avoue que j'y croyais pas, il y a 3 mois de ça, mais on va y arriver à nos 100. Et aussi, on vous rappelle également de faire la petite recherche pour ceux qui nous écoutent sur Podcast Addict pour retrouver le bon flux, le nouveau flux du podcast et être mis à jour à tout jamais. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 137 avec un invité. Nouveau teasing. Salut. Salut.